Eh bien, bonsoir à tous. Donc, bienvenue dans un Critical Nothing sans vidéo, juste de l'audio un peu spécial qui consiste en fait en le débriefing du WTC qui a eu lieu ce week-end. Et pour m'accompagner durant ce, je ne sais pas, une heure et demie, je ne sais pas combien de temps on va faire, j'ai trois Un invités. quart d'heure. Trois invités de qualité, peut-être quatre. Je vous présente donc, vous connaissez tout le monde, mais peut-être pas Portal. Bon, on va commencer par ordre alphabétique avec BG Zoroastre. Bonjour à tous. Salut Zoro. Val, qui a déjà aussi Bonjour. participé. Et donc Portal. Bonsoir à tous. Donc très rapidement, présentez-vous, votre rôle pour le WTC. Non, dans le même ordre. Dans le Dans même le- ordre. Igor, alias Zoroastre, je joue Krix et Jason Flanzer trouve que je peins très bien. Oh, c'est énorme. Val, alias Valérian, j'étais Grunt dans l'équipe Blue. Ok, et Portal, moi je joue Krix et j'étais le capitaine ou équivalent capitaine de l'équipe Blue. Et puis donc moi-même Q2, donc j'étais capitaine de l'équipe 1, mais plutôt co-capitaine avec Zoro, faut bien avouer. Moi je faisais le secrétariat. Ouais. Arrête de Tu de ourdissais. rabaisser tes... Tu ourdissais. Ouais, j'ourdissais, voilà. J'ourdissais. Alors, tiens Zoro, puisque tu aimes t'entendre parler, est-ce que tu peux rappeler le principe du WTC ? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Donc le WTC, en fait, c'est un tournoi international qui succède à l'EETC depuis cette année. Donc l'EETC a eu 3 éditions en 2010, 2011 et 2012. C'était organisé par un club autrichien à Vienne. Et le principe, c'était un petit peu sur le modèle de ce qui existe déjà pour les jeux précédents, pour les autres jeux de figurines type Warhammer 40 000 ou Fantasy, de faire s'affronter des équipes nationales. Alors, pour les EETC, en fait, il n'y avait pas vraiment de sélection à l'entrée. Chaque équipe amenait chaque nation amenait autant d'équipes qu'elle voulait. C'était des équipes de 5 et C'était européen quand même. C'était européen, mais l'année dernière il y a l'Australie qui est venue par exemple. Ah, c'était à l'ETC, d'accord. C'était encore le TC. Et donc cette année pour le WTC, ça a été l'organisation a été transférée à un comité international. Ouais. Sous le haut patronage de Dr Norbert, une célébrité du monde de War Machine, un vigueur infatigable, qui organise beaucoup de tournois au Royaume-Uni. Ouais, c'est lui qui fait le UK Master par exemple. On l'avait croisé là-bas avec Quentin. Voilà. Qui réunit des pointures, le comité réunit des pointures en fait de la communauté. Donc il y a par exemple pas mal d'Infernals, donc les gens qui s'occupent d'arbitrer les questions de règles sur le forum de PP. Il y a des gros joueurs type Jamie P. Voilà. Et donc Jamie P devait pas être dans le comité lui, puisqu'il était joueur. Si, il était dans le comité. C'est Jamie P. Okay. Ils ont une exception pour eux. Voilà. Là, il y a Modine, il y a plein de... Ouais. Un corps arbitral, en fait. Ça. Voilà, des gens qui ont une bonne vision globale du jeu, qui jouent depuis longtemps, donc qui pouvaient donner leur avis sur la façon dont ça devait se dérouler en termes de jeu. Et donc, contrairement à l'EETC, en fait, chaque pays ne pouvait envoyer que 2 équipes de 5, donc au maximum 10 joueurs. Et là, il y avait 32 équipes. Donc certains pays en ont envoyé une équipe, certains pays en ont envoyé 2, sachant qu'évidemment le Royaume-Uni a le droit de se découper en Pays de Galles, Écosse. C'est normal. C'est normal, mais du coup, tu te demandes pourquoi l'Allemagne n'a pas le droit à ça, par exemple. Voilà. Non, pour quelle raison ? Enfin, dans tous les sports, il y a le Royaume-Uni est découpé. Ah c'est pour autant, on peut se dire que c'est pas forcément normal, mais peu importe. Très bien. Alors le principe du jeu par équipe, enfin pour ceux qui ont fait en fait les cubes ou le grab and smash en
en France au cours des années précédentes. C'est un concept familier puisque pour le premier cube, en fait, j'ai ni plus ni moins que pompé la formule de Stéphane Madère, qui était l'orga principal de l'OETC, et je l'ai appliqué à un tournoi à trois personnes, à équipe de 3 personnes. Donc, en fait, les capitaines apparient les joueurs. Et il y a un petit jeu dans le jeu qui consiste à obtenir les meilleurs appariements possibles pour son équipe, évidemment de façon à s'assurer de gagner le plus de matchs possible. Sachant que tu gagnes un match si tu as plus de victoires que l'équipe adverse à la fin de la ronde. Bien, je pense que c'est à peu près tout pour le principe du truc. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Juste que ça se joue en 5 rondes. Et pas six. Là, ça se joue en 5 rondes parce qu'on est en format Steamroller. Parce qu'on exactement. est à 32 équipes. À 32 équipes, donc voilà. Le but c'est d'arriver à un seul vainqueur. Un seul gagnant. Ouais. En 50 points bien sûr, 2 listes puisque c'est un format master. Et donc le calcul est très simple. Pour gagner, il faut gagner 5 fois. Voilà. Et après c'était partagé aux sauces, mais ça c'est limite tout le monde s'en fiche. Voilà, perd d'intérêt. C'est suivant si on s'intéresse au tiebreaker ou pas, ça présente ou non de l'intérêt. Sauce on est par équipe. Voilà. Le sauce n'est pas très populaire, au moins de ce côté-là du podcast. Je sais pas. Surtout du côté de l'équipe bleue, j'ai envie de dire. Dans tous les cas, voilà, on retient le résultat en nombre de victoires, la place. Ouais, on ne veut pas dire grand chose. D'ailleurs, ils communiquent pas du tout là-dessus. La place, en fait, on l'a prise sur leur site internet, mais il n'y a pas du tout de communication de place ou quoi que ce soit lors du WTC. La remise des prix se fait uniquement sur les trois premiers, et le reste, on n'en parle même pas. Vous connaissez votre nombre de victoires, votre nombre de défaites, et vous savez vous situer vous-même, quoi. Donc, on va parler un petit peu de l'organisation. Peut-être Mathieu et Valérian, c'était votre première expérience de tournoi par équipe hors de nos frontières. Ouais, clairement c'était top. C'était juste top. Moi j'ai retrouvé beaucoup de choses que ce que j'avais vu au Master Yuka. On reconnaissait la patte du fameux Dr Norbert qui mérite de tout le monde. Hein. C'est le gars est bien, il porte ça très très bien, il l'incarne, on va dire. Ah oui, c'est il a toutes les qualités qui vont pour ça. Un peu, en plus, il y a le look du patriarche, Fatou. Voilà, c'est ça. Et on sent que lui, son kiff, c'est de joindre les communautés. Donc, il n'y avait pas mieux que ce gars-là pour gérer un premier WTC. Après, au niveau de l'orga elle-même, ça se passait. Et en fait, je dirais, je m'en rends vraiment compte en y étant allé que le lieu c'était quelque chose de très important, et effectivement ils avaient quand même trouvé un lieu qui était très très adapté. Donc c'était un village vacances en fait, avec de la place à la fois pour loger les 150 160 joueurs, avoir une grande salle pour les parties, un réfectoire séparé. Donc effectivement, au niveau logistique, il y avait tous les points importants. Voilà, et on gênait personne. Ouais, voilà, on pouvait mettre 150 geeks dans un coin, on n'a pas croisé un seul mec à qui faire peur. Ouais. Non, ça c'était sympa. Au niveau de l'orga, donc il y avait quand même toutes des petites mains pour. Il y avait, il y avait des grosses équipes. Voilà, il y a des grosses équipes en deux. Il y avait vraiment une équipe jeu, c'était les maillots beiges, les arbitres, les orgas, etc. Et vraiment les équipes logistiques, l'équipe du bar, les équipes qui s'occupaient uniquement de gérer les salles, les mecs que j'ai vu nettoyer les chambres pendant qu'on était en train de faire la remise des prix. Il y avait des gars qui étaient en train de nettoyer les chambres. Donc vraiment, ils étaient une équipe pléthorique. Je sais pas combien ils étaient en tout, mais c'était quand même assez impressionnant. Ça c'est du monde. Ouais, c'était pas mal. Il y avait ceux qui tenaient le bar et plus le personnel en fait du centre de vacances en fait qui s'occupait de la partie bouffe. Hein. Oui, à proprement parler, ils avaient dû leur traiter ça. Ouais. Ça c'était le personnel local. Donc globalement, je dirais à la louche une trentaine de personnes. Ouais, peut-être. Ouais, sachant qu'il y en a 5-6 qui sont pas, enfin il y en a même peut-être plus qui sont pas du coin en fait. Qui se déplacent beaucoup d'anglais, des allemands, et des arbitres d'un peu tous les pays.
Donc, Ouais, c'était pas mal, ça m'a très agréablement surpris. Hein. donc Ils ont réussi à motiver ces gens, donc c'était pas mal. Ouais. Et ils avaient même bien précisé qu'un des objectifs était tout simplement que, allez, admettons que un Anglais posait une question de règle, qu'on puisse faire appel à un arbitre qui n'était pas anglais, pour vraiment il n'y ait pas un risque, ne serait-ce que de suspicion de collusion, quoi. C'était vraiment, alors que bon, je pense qu'il n'y avait pas lieu de se poser la question, mais ils ont anticipé ça et ils ont réussi à le mettre en pratique. C'est impressionnant. Puis arbitrage efficace. Hein. Les types, ils savaient de quoi ils parlaient. Enfin, c'est les fameux judges. Ils étaient très, très disponibles. Hein. On les appelait en 10 secondes, ils étaient là. En 10 secondes, ils trouvaient la réponse. Ils étaient en même temps, je pense répartis en secteurs. Enfin, c'était c'est ça, en zone. Mais on sentait aussi que je pense qu'ils n'ont pas eu tant de boulot que ça. Ils étaient appelés pour une foultitude de petits points, mais c'est la preuve aussi que les gens connaissaient quand même le truc. Tu sentais qu'ils étaient pas submergés, quoi. Non, mais c'est mon expérience d'orga. Enfin, ça rejoint ce que moi je vois autour dans les tournois français, c'est qu'au final, les besoins d'arbitrage sont quand même très légers, quoi. C'est essentiellement de la vérification de distance et puis les interactions extrêmement alambiquées que tu rencontres pas tous les jours. D'un point de vue purement ensuite, je dirais plus concentré un peu sur la zone de jeu, c'est vrai que la salle était très agréable, avec notamment des tables avec à chaque fois un espace. En fait, les tables faisaient 1m80, on jouait sur 1m20 et on avait 60 cm pour poser tout le petit matériel, et ça c'est tout bête, mais alors ça donne un plus confort, quoi. C'est ça donne vraiment un grand luxe. Ça évite les figurines cassées, hein, qui tombent parce qu'elles sont sous la table. Ça, c'est vrai que t'es pas collé à ton voisin, ni à côté, ni derrière, d'ailleurs. C'est ça, il y avait de la place. La salle était très haute de plafond. C'était un gymnase, pas trop bruyant. Ouais, c'est un gymnase, donc c'était c'était pas trop bruyant, c'était pas trop chaud, vraiment, ça allait bien. Les décors étaient un petit peu spartiates, voilà, fonctionnels. Ouais, moi c'est mon point noir, hein, c'est les décors. Même il y a pas de nappe. Les surfaces, c'était on jouait à même le placo ou alors sur une surface peinte dans une couleur unie. Et puis les décors, c'était du décor fait à la chaîne avec des forêts carrées. Ouais, mais les mêmes qu'au Master Yuka d'ailleurs. Hein, les terrains difficiles carrés, d'ailleurs ils ont c'est facile à reconnaître, hein, ça a l'avantage là, mais pas super joli. Après, l'avantage c'est qu'il n'y avait pas une table avec un truc merdique, une grosse obstruction trop grosse au milieu ou quoi que ce soit. Et à la limite, il y avait pas de tour ronde, ouais. Le truc limite qui m'a quasiment le plus posé de questions et où on s'est un peu posé la question avec l'adversaire en début de soirée, c'est qu'ils avaient une maison qu'ils avaient dû acheter quelque part ou je sais pas quoi et qui était, tu vois, un peu grosse. Au lieu de faire 4 par 3 ou quelque chose comme ça, elle faisait peut-être 5 par 4, tu vois. Et là d'un seul coup, ce truc là, alors que c'était peut-être le décor le plus joli de la table, était plus merdique à jouer. Donc il y a un moment où la fonctionnalité, je comprends leur volonté d'avoir un truc fonctionnel. Et les décors étaient fixes. Ça c'est censément fixe. C'est mystérieux quand même. Ouais, globalement ça restait fixe, mais s'ils avaient bougé, l'arbitre les replaçait en fait. Ouais, je sais pas trop ça, parce que non mais il y avait pas de replacement de décor au début. Non, c'est ça. Et puis voilà, ils avaient une influence sur les parties. Moi, l'expérience que j'avais des OETC, c'est que tu bougeais les décors un tout petit peu à chaque fois, tu les écartais à cause des zones, etc. Et puis au bout de la 3e ronde, tu jouais déjà sur des terrains de foot. Ouais, voilà, c'est ça. Là, il n'y a pas de No Man's Land. Hein. C'était bien cool. C'était bien fourni partout. Ça, par contre, c'était positif. Un terrain qu'ils utilisent, j'avais déjà fait la remarque au Master UK et qu'on utilise pour ainsi dire jamais en France, ils utilisent bien une zone de terrain difficile qui donne pas de couvert, rien de spécial, c'est juste un terrain difficile, pas une forêt, un terrain difficile. Ouais. Ça c'est vrai que c'est un truc j'ai du mal à comprendre l'intérêt tactique. Moi aussi, si ce n'est que si le mec qui a pas Pathfinder. Voilà. C'est déjà pas mal. À ce moment-là, tu peux mettre de l'eau ou une forêt, quoi. Ouais, moi je peux pas. La forêt, tu vois pas à travers. Ouais, c'est très différent la forêt. Mais un terrain difficile comme de l'eau, effectivement, en plus tu peux jeter des rien ou un truc, ou au moins un truc sûr qu'il y a pas ouvert, quoi, genre des ruines ou un truc comme ça. Quoi. Ah ouais, mais non, parce que là d'un seul coup ça devient intéressant d'y être, alors que là c'est vraiment qu'une gêne, quoi. Bon, bref, c'était plus pour faire la remarque qu'autre chose, c'est pas très important quand même. Sache que je suis contre. Très bien. Moi je suis pas pressé de les voir débarquer. Il y a pas de problème, je suis pas pressé. Moi j'aime bien. Le point d'orgue de la salle, je pense que c'était quand même clairement les 5 tables faites pour l'occasion, qui étaient, on peut le dire, on a quand même, ça s'y est quand même pas mal. Voilà, mais du coup la différence avec les tables de jeu
pour les pimpins était quand même criante, quoi. Ouais, et quelque part, c'est vrai que c'est les finales qui ont été jouées là-dessus. Il y a que les finales qui ont été jouées. Il n'y a pas eu de retour là-dessus, mais enfin, je veux dire, il y a des tables qui me paraissaient pas extrêmement jouables. Enfin, la table Scorn, les obstructions et tout ça me paraissait un peu merdique. Il n'y a pas eu du tout de retour là-dessus, mais je pense que pour une finale, c'est con, mais c'est là qu'il y aurait eu besoin de tables bien normées, bien classiques. Moi, je trouve ça. Et je sais pas, mais bon, par contre, pour la beauté, pour l'aspect final du truc, c'était juste très très bien, quoi. Sinon, en matière de jeu, bon bah ça se joue tu l'as dit, en dev clock. En Devclock 60 minutes, enfin maintenant c'est le classique, hein, ça surprendra personne, hein, que c'est 60 minutes au moins inclus. En caster kill évidemment, parce que je vois pas qui c'est qui pourrait dire qu'on n'aime pas le caster kill. Voilà, et le même scénario pour tout le monde. Ça c'est un changement. Voilà, ça c'est un changement aussi, c'est-à-dire que les 5 joueurs jouent le même scénario à chaque ronde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sélection du scénario par les capitaines. C'est ça, il n'y a pas un double effet qui se coule sur l'appariement de apparier les équipes. Il n'y a pas de compensation sur la... Voilà, il n'y a pas de compensation en fait si tu perds le jet d'initiative. C'était ça l'intérêt de choisir les scénarios, et effectivement, le fait que ça ait disparu est peut-être un petit peu gênant. Et tu choisis même pas non plus les tables. Et je pense qu'au global, tout ça va dans une solution de facilité, d'homogénéité. Mais ça, c'était pas si grave, les tables. Enfin, c'était pas mal. Le premier apparié sur la première table, le deuxième apparié, deuxième table, etc. Et d'un autre côté, bon, les scénarios de Steamroller 2013 sont mieux équilibrés qu'auparavant, donc c'était quand même moins gênant de ne pas choisir le scénario. Alors, je crois qu'il y en a un qui saute en 2014, là, de ceux qui ont été... Incoming... C'est dommage. Mais Jamie P l'aime pas, donc. Il faut s'étaler quand même. Qu'est-ce que je disais oui, en 2011, en fait, en Steamroller 2011, jouer incursion contre les gros casteurs de contrôle, c'était une défaite automatique, quoi. Ouais. Donc là c'est plus le cas, donc. Et puis ça a l'avantage d'obliger même ces joueurs-là, c'est pas seulement à prendre leur bon match-up entre guillemets, mais à pas pouvoir éviter un mauvais, match-up de scénario. On peut pas éviter la killbox. Ouais. Voilà, c'est ça. Y a pas un truc où tu te dis j'ai 2 listes qui tournent super bien, si tu me donnes pas le scénario killbox. Quand il y en a une, tu la manges. Voilà, tu manges ta killbox. Donc voilà, donc c'est un point mineur en fait. Au final, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus gênant. Mais je pense que ça va déjà bien comme ça, parce que quand je vois à quel point les équipes qu'on a affrontées avaient quand même assez peu préparé les appariements, et comme ça luttait d'une manière générale pour faire le truc, si tu rajoutes la composante scénario, ça commence à être long, quoi. Alors nous on aurait été opérationnels, mais les mecs d'en face ils ramaient, quoi. Nous on a bien préparé. Les équipes qu'on a affrontées n'ont pas vraiment préparé. Par contre, à mon avis, en haut de tableau, les Américains ont bossé toute la soirée du samedi soir. Les Américains ont fait, les Polonais avaient un logiciel aussi. Ah, ça, j'ai vu qu'il l'avait mis sur le site de PP, mais... Donc je pense qu'il y a quand même quelques équipes, et donc, j'ai eu pas mal de questions sur comment on a préparé, hein, donc... notamment de Bombance. On va peut-être expliquer ça maintenant. Comment est-ce qu'on a préparé nos match-up, hein. Ok. Alors le principe, hein, évidemment. Parce que... L'idée générale, qui est la même pour les deux équipes, hein, c'est d'attribuer une note, donc globalement bon ou mauvais, à l'adversaire, à chaque adversaire. Donc il y a 150 personnes. Hein, voilà, ça fait du taf. Ça veut dire que vous notez l'adversaire, vous regardez ces deux listes et vous décidez si c'est pour vous bon ou mauvais match-up et qu'est-ce que vous allez jouer. Comme ça, le fait de choisir d'avance ceux qu'on va jouer contre évite de se mettre à tergiverser devant, ce qui arrive, de paniquer et de faire n'importe quoi. Exactement. Et de sortir un Butcher au lieu de Arkedich ou inversement. Ce genre de choses qui n'arrivent jamais. Grosso modo, ça représente quand même 5 heures de boulot sur un truc fait assez rapidement. Et j'ai envie de dire, il faut faire le double. Et voilà, exactement. Moi, c'est ce que j'allais dire, c'est au final, on a pris, parce que tout au début, on s'était un peu posé les questions, puisqu'il y avait quand même beaucoup de redondance dans les listes, parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'on appelle netdeckées familièrement, donc des listes qui se ressemblent, donc qui permettent d'aller vite. On avait un petit peu hésité à utiliser des archétypes pour pouvoir déjà noter des archétypes, et assez vite dans les deux équipes, on est venu sur le principe de faire quand même la notation exhaustive des 150 équipes, et pas juste de noter 30 ou 40 archétypes.
ne serait-ce que parce que chaque personne a 2 listes, donc il faut bien noter la combinaison des 2 listes. Par contre, ça représente du travail, et moi je dois bien dire que les listes, elles ont été publiées de mémoire vers le 10 septembre, quelque chose comme ça, non ? Ouais, début septembre. Ouais, c'est début septembre. On arrivait sur le LSM et tout le monde était quand même déjà un peu pris par le LSM, puis pris par sa rentrée, etc. Et ce qui fait qu'on peut bien le dire honnêtement, les appariements, ils ont été faits les notes, elles ont été faites dans les 10 jours avant le WTC. Et ça, c'est trop tard, quoi. Moi, on a manqué un peu. La faiblesse du truc, c'est qu'on est humain, on connaît pas tout. Il y a des choses, j'ai noté, j'ai jamais joué contre. Pourtant, j'ai fait beaucoup de parties. Mais le mec qui me met Mylock Rask, j'en ai qu'une idée théorique encore. Il y a toujours des lacunes. Moi, ce que je voulais dire au sujet de la vitesse, c'est que justement, on avait eu cette discussion sur les archétypes. Il faut avoir préparé ces listes, faut avoir noté ces listes par rapport aux 30-40 archétypes de listes qu'on avait définis, parce que ça permet d'accélérer le boulot, ensuite de réflexion sur les listes elles-mêmes. Oui, tout à fait. Non, mais c'était nécessaire. Mais effectivement, on n'a pas pu s'affranchir de noter les 150 joueurs, ce qui, comme le disait Val, représentait à la louche pour la plupart de ceux qui l'ont fait 5 heures de boulot. Et moi, je rejoins Quentin. En fait, je pense que 5 heures de boulot pour faire la notation, c'est très bien. Le problème, c'est qu'il faudrait pouvoir en passer encore au moins autant pour affiner les notes. Et nous, c'est de ce temps-là qu'on a manqué. Dans l'optique que j'avais fait, moi, c'était à l'époque au Grab & Smash, c'est que je m'étais amusé à les simuler. Sur Vassal, les équipes. Et ça prend beaucoup de boulot. Une équipe, c'est un grand malade, toi. C'est 40 minutes par joueur. Mais au moins, tu sais plus ou moins sur quoi tu tombes et t'es quasi sûr d'avoir un bon appariement. Parce qu'après, une bonne note en tout cas. Il y a quand même des pièges. T'as beau voir des couples Harbinger et Pic Fiora revenir, il y a des subtilités dans les listes qui font que moi mes notes changent, par exemple. Exactement. Il y a des figurines que je veux voir, que je ne veux pas voir. Voilà. Moi, non seulement les notes, mais les casters joués dans mon cas. Donc, vraiment, même avec un même couple de casters, tu peux te retrouver. Exactement. L'exemple classique étant tout simplement présence ou non Diana and Holt. Et rien que par exemple ce point-là, ça peut te changer d'une manière radicale une note. Présente de Epic Eris, ça peut te changer radicalement une note. Je me permettrais de glisser Mamie Zinzin. Non, Mamie Zinzin. Ouais, si, peut-être. Ah si, changement de note. Ouais, je te crois volontiers. Non, mais c'est des cas particuliers. Enfin, c'est beaucoup de petites choses auxquelles il faut faire attention. Donc une fois qu'on a noté tous ces gens-là, là, moi et Zoro, on a travaillé ensemble pour l'équipe White. Ça a été de simuler les appariements et d'essayer de faire au mieux et d'obtenir que la somme de ces notes soit la plus basse possible. De répartir les matchs pour avoir la somme la plus basse possible. Voilà, parce que chez vous, la note basse, la note basse, ça correspondait au meilleur match-up. Chez nous, on avait juste noté dans l'autre sens, c'était la note haute qui était le bon match-up. Donc on cherchait à maximiser la note, mais l'idée est la même. L'idée est la même. Et donc on faisait des essais, voir. Globalement, le plus important, c'est voir qui est-ce qu'on envoie en premier si jamais on a à le faire. De qui on part? Est-ce qu'on sacrifie un gars? Est-ce qu'on arrange le bon match-up? Combien on va avoir de sacrifiés? Etc., etc. Et donc, moi, ce que je trouve admirable, c'est que vous ayez pu faire ça, parce que vous avez une bonne connaissance du milieu et puis des notes. Vous y avez aussi passé beaucoup de temps. Et ce qui vous permettait en plus, je dirais votre connaissance malgré tout des factions, des appariements, des matchs, vous permettait aussi de réagir à la volée. Puisque, d'une manière générale, ce qu'on pourrait supposer dans le monde idéal où les notes sont justes, puisque quand on prépare le tournoi, il faut bien se dire ça. On est obligé de partir du principe que les notes sont justes. En réalité, le vrai problème, il vient après du fait de tenir les notes, quoi. Que si vous avez dit que je dois avoir une victoire, il faut faire une victoire. Ça, c'est le vrai problème plus tard. Mais donc, dans la phase de préparation, on part du principe que les notes sont justes. Et donc, l'objectif, c'est d'obtenir le meilleur des moins bons appariements, puisque théoriquement, à chaque fois, votre adversaire va faire un choix qui vous est défavorable, et vous lui refaites un choix qui est favorable. Et je le précise vite fait, c'est qu'on note les listes, pas les joueurs. Exactement. C'est-à-dire, par exemple, mis un très bon match-up contre Jamie P. Maintenant, j'aurais joué contre Jamie P, je me serais fait plus. J'avais un très bon match-up contre Keith Christiansen. Tu l'aurais éclabou. On leur aurait claqué la bouche assez minable. Voilà, le Pagani, je l'attendais, mais alors.
Et bon, j'ai son équivalent gallois. Et donc oui, alors ce que je voulais dire par là, c'est que une des difficultés vient du fait que si les adversaires avaient préparé les matchs, ils ont eux aussi noté vos notes, et que vos notes sont pas forcément identiques. Ce qui fait qu'à un moment, l'adversaire va faire un choix qui vous paraît illogique, c'est-à-dire un choix qui vous donne un avantage. Ouais, et c'est là qu'il faut réagir pour optimiser cet avantage-là. Et c'est ça que vous arriviez très bien à faire on the fly. Et donc je disais tout ça pour dire que nous, on avait adopté une stratégie résolument différente, à savoir, c'est moi qui capitainais ce truc-là, j'ai absolument pas une connaissance suffisante pour pouvoir faire ça directement. Donc on a eu la chance de faire un logiciel qui faisait un truc extrêmement brut, c'est-à-dire qui calculait tous les appariements possibles et qui en permanence nous donnait le meilleur appariement possible dans ce qu'on savait faire. Donc ce qui fait qu'effectivement de notre côté l'appariement se passait bien. Et au final, sur le papier, tous nos matchs auraient dû être gagnés au niveau de l'appariement. Et donc, comme tous nos matchs n'ont pas été gagnés, c'est bien que nos notes soit n'étaient pas fiables, soit qu'on a raté nos matchs là où on ne devait pas les rater. Nous aussi, techniquement, au final. Oui, vous aussi, tous vos appariements étaient positifs au final. Franchement. Oui, c'est ça au niveau de l'équipe globalement. Ouais. Oui, c'est ça. Non, mais d'accord. Oui. Ah bah oui, pas tous les joueurs, c'est forcé. Oui, c'est ça. On devait gagner normalement toutes les rondes au moins 3-2, quoi. Après voilà, alors le dernier mot revient au capitaine lors de l'appariement au final, mais ça s'est plutôt bien passé de ce côté-là. Ouais. Mais c'est ça, on a capitalisé. Enfin, je parle pour l'équipe blanche, on a capitalisé sur le fait que les gens avaient assez peu préparé en fait. Ouais. Tu vois, quand ils te demandent les listes. Nous au début à chaque fois des rondes on leur montrait les listes alors qu'à aucun moment on leur a demandé les leurs. Nous on regardait même pas les leurs, c'était censé être fait. On a quand même eu quelques surprises. Ça reste des notations faites par un humain. Il y a 300 listes, il y en a forcément 5-6 qui sont faites. Il n'y a pas eu aussi une mauvaise surprise d'un Syrah qui s'est transformé en Scorn? Ouais, mais ça c'est nous qui avons pas ouais, mais j'ai une mise à jour, c'est ça. Il y a une équipe où il y avait j'ai regardé cette histoire et sur Endgame Gaming, les Gallois ont bien 2 Syrah. Ah ouais. Visiblement, ils ont dit que c'était réglé depuis 3 semaines, je crois. Putain, pas de raison de. Et j'avais pas vu passer les mails à ce sujet-là, mais bon, basta. Tant qu'on est dans la préparation des match-up, les notes et les appariements, nous il y a eu une chose qui a quand même été très intéressante, c'est que donc on avait Starpu qui jouait mercenaire et qui jouait Damiano et McBain, et l'équipe de Danemark White, la première qu'on joue, ça leur pose clairement une vraie question, quoi. Il y a le joueur Krix dont le surnom est Lamoron ou Lamoron, je sais pas comment ça se présente. Ça se prononce, qui est donc quand même une des pointures en Krix, qui joue Terminus, qui est on va dire Monsieur Terminus, et punaise avec son équipier, il se pose des questions pendant 5 minutes sur les listes de Starpu, parce que c'est du mercenaire que Damiano McBain, ça leur parle pas, quoi. Ça je sais pas si on reviendra dessus, quand on reviendra dessus pour le plan. Le plan était clairement d'avoir une liste polyvalente et une liste un peu surprenante. Je sais pas si c'était le plan suivi par tout le monde, mais c'est vrai que c'est une suggestion. C'était une idée, c'est ce que toi tu as fait, c'est ce que Ben a fait, et en fait, je termine, excuse-moi. Ça a plutôt bien marché, puisque Zoro, Pigorshad, il ne savait pas par quel bout le prendre, ses adversaires. Alris avec Pikaen posait pas mal de problèmes, et la fameuse Team Pologne a eu exactement la même idée. C'est ce que j'allais dire, j'ai vu dans leur débrief que voilà, la Team Pologne, ils avaient avec un Karchef sorti des... Donc ça relativise la dureté des listes, il y avait énormément de listes crades, mais au final, c'est plus le joueur. Les appariements font que tu limites la casse, et qu'en fait les listes crades se sont affrontées entre elles. Souvent, ouais. Et puis il y a eu énormément de Blight contre Blight. Krix contre Krix aussi. Donc ils se neutralisaient, tous ces gens-là. Et c'est vrai que, non, c'était pas Lich contre Lich, je crois que c'est Denegra 2 contre Denegra 2 souvent. Ouais. En fait, je pense qu'il est pas sorti tant que ça, Picasfi. Enfin, nous, on n'en a pas croisé. Ah. Effectivement. Nous, il y a Fayal qu'on a claqué un 5-0 au scénario vite fait. Alors justement, puisqu'on parle un peu des joueurs, on va quand même présenter les équipes. Honneur aux vainqueurs, allez-y les blancs. Donc, je vais présenter mes joueurs. Donc, Zoro, un joueur Krix. Joué Denegra normal et Gorshade normal.
Voilà, c'était un petit peu les deux extrêmes en fait. Quand tu regardes les classements des casters Krix, des Negra est tout en haut et Gorshed tout en bas. Donc, et les forums ne se trompent jamais. L'idée pour moi, Zoro, c'était mon joueur Krix, j'avais confiance en lui. Pour moi, Krix, ça fait peur à tout le monde. Je pense que ça fait peur aux gens. C'est si bien que souvent on laissait les Krix se battre entre eux au final. Mais je comptais sur lui pour gagner, je le dis clairement. Chaque fois je l'ai envoyé. Il avait des très mauvais match-up. Non, j'avais des très bons match-up. Ah oui, non, mais sur le papier. Ah oui, c'est ça, oui, sur le papier. Oui, c'est vrai que j'avais des gros trous en fait dans mes match-ups. J'étais extrêmement mauvais contre les listes Blight, enfin les couples de listes Blight qui étaient présentés et les couples de listes Cercle. Et globalement, à chaque fois, on a réussi à les éviter. Un peu à notre surprise. Hein. Et il avait pour devoir de gagner sa partie. Voilà. Alors, il y avait aussi Simon Alris, donc, qui était notre joueur Signar, qui était notre meilleur atout contre le Signar. Un peu contre le Krix aussi. Et contre le Krix. Mais les Krix avaient énormément peur de lui. C'est bien que c'est jamais arrivé. Tu m'étonnes. Kane 1... Et faire peur à un Krix, c'est bien. C'est-à-dire que la plupart des listes Krix étaient gaulées sur le même modèle, c'est-à-dire du spam d'infanterie à plus savoir qu'en faire. Et puis, bon, c'est vrai que Ken 1, ça le fait rigoler. On avait aussi Eric Grukski, donc notre joueur Kador, qui jouait Butcher et Arkevich. Enfin, parfois les deux à la fois. Avec une liste Arkevich très surprenante pour nos adversaires. Ouais, très surprenante, très solide. Dommage qu'il n'ait pas eu, lui aussi ça le surprenait sa liste à mon avis. Il n'a pas trop osé la jouer. Ouais, alors c'est vrai que les retours qu'on a eu des adversaires, c'était dit... qu'est-ce qu'on fait contre ça quoi. Voilà, c'est ça. Donc c'était une très bonne idée de Shotcaster. Et enfin Hudson, donc Benoît, donc notre joueur Scorm, qui était vraiment avec moi les soupapes de l'équipe en fait, puisque nous on avait noté tout moyennement, on était globalement la plupart du temps en 50-50, et c'était bien d'avoir deux joueurs comme ça lors des appariements pour soulager les adversaires, leur éviter les sales match-up. Et ça s'est plutôt bien passé de ce côté-là, puisque Ben lui a eu des 50-50 à peu près tout le temps. Et donc il jouait Mordicar, qui était sa liste surprenante. Alors qui n'a pas tant surpris que ça, parce que ils connaissent quand même les gens. En France, personne le connaît, mais là-haut, c'est quand même autre chose. Et qui jouait Rachette, tir 4. Voilà pour la Team White. Ok, la Team Blue, j'en ai parlé tout à l'heure, on avait Starpu, donc tout le monde sait sur le forum à quel point il est désagréable, à quel point il peint mal. Ces listes étaient, oui, on va dire, surprenantes, ce qui fait que les gens s'interrogeaient. Il avait le mérite d'avoir une bonne liste contre du Signar. À côté de ça, on avait Feyal, donc lui, il est juste insupportable comme garçon. Il sait pas être sérieux 5 minutes. Il joue Harbinger, il y a rien d'autre à dire. Il nous a posé un lapin pour ce soir. Exactement. Donc voilà, il joue Harbinger, il y a rien d'autre à dire. Marcus, qui a été totalement apathique tout le week-end, qui joue de toute façon Everblight, qui avait une liste Lilith qui était censée faire des trucs et qui a eu un peu du mal à faire des trucs. Val, il est avec nous, mais je le lui ai dit ce week-end, c'est quand même un newbie qui sait pas bouger son caster. Et moi, j'étais le capitaine talentueux de cette équipe de bras cassés et j'essayais de faire quelque chose. Moi je jouais Krix et j'avais, contrairement à Zoro, c'est rigolo comme quand on joue la même faction, moi j'avais très bon match-up contre les Everblight et la doublette Serine et Pigvile qui est sortie tout le week-end. Voilà, j'en claque deux en passant. Alors il y a juste un truc sur lequel je voudrais revenir qui nous a surpris et qui nous a pas foutu dedans mais qui nous a embêté, c'est qu'il était obligatoire de jouer ces deux casters. Et ça c'est pas dans le règlement. Hein. Ah si, c'était dans le règlement, chers amis. Le seul Zoro a lu. Je l'ai lu, moi. Comme d'habitude. Ah non, je l'ai lu. Hein. Mais les listes étaient déjà faites quand on en a parlé. En to list required. Et d'ailleurs, je suis étonné que tout le monde se soit fait un tel nombre de personnes dans nos équipes
et une liste principale et une liste secondaire. Quand c'est un vrai problème. Feyal m'a dit ça, je me suis dit what the fuck quoi les gars. Feyal c'est lui qui a eu le plus de conséquences, mais moi j'ai été gêné quand même. Ben a été gêné. Non pas que j'ai une liste principale, j'en ai une qui sort dans 60% des cas, l'autre 40%. Sauf que celle qui sort à 40%, c'est pour jouer contre les trucs contre lesquels j'ai pas envie de jouer. Et avec les appareillements, on les évite. Ça c'est le problème. Donc t'as une liste pour les bons match-up et une liste pour les mauvais match-up. Ça c'est quand même problématique. Non, j'ai une liste avec lesquelles j'ai des bons match-up. Oui, c'est ça. Et une liste qui fait des 50-50. Voilà, qui pallie en partie les mauvais match-up. Il n'y a jamais de bons match-up. Ah oui. Mais j'ai quand même eu l'impression que aussi, malgré tout, cette idée de liste aussi un peu atypique, nous là c'est le petit débrief qu'on s'est fait rapidement en équipe, c'est de se dire qu'effectivement sur le papier à la base c'était pas mauvais, mais que finalement on a tous mieux carburé avec notre liste plutôt un peu classique et traditionnelle qu'avec ces listes un petit peu sorties. Bon, moi j'avais une Skier Mort Tenebra, donc on peut pas dire des choses vraiment atypiques, mais par exemple voilà, Feyal, sa liste Kreos 3, il a vraiment pas su à quel moment la sortir. Marcus, je l'ai dit, sa liste Lilith, elle a pas marché vraiment comme elle aurait dû marcher. Starpus, sa liste McBain, il en était pas mécontent, mais voilà, elle est améliorable, alors que sa liste principale, on va dire, était Damiano. Et Val, sa liste Makeda, c'est surtout Val qui nous a dit que sa liste Makeda. Parle-nous-en Val, parce que c'est ma liste Makeda qui au final en fait tourne très bien en France, a pas du tout marché là-bas. C'était mal construit. Au final, on se rend compte qu'ils connaissent déjà tous les tricks pour bloquer. Et là vraiment tu t'en aperçois. Tu fais en France, ça marche très très bien. Ça a souvent du caster kill tour 2 ou 3 et que là en fait t'es totalement bloqué. Et je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, en fait, qu'effectivement, bon, je m'appuie vachement sur Zal, que Makeda devait faire peut-être le boulot qui complétait les mauvais match-up de Zal, et qu'en fait, elle le faisait pas. Alors, on peut dire le niveau quand même est haut. Ah oui. Le niveau est haut. On a pourtant affronté plutôt du milieu bas de panier, et les mecs sont déjà pas mauvais, quoi. Moi, j'ai affronté 4 sur 5 étaient aussi bons que moi. J'étais pas gagnant, j'étais pas tranquille, et ils ont pas fait de bêtises. Vraiment, j'étais impressionné. C'est comme les finales françaises, le niveau que j'avais. Ouais. Globalement, voilà, si c'est la crème de chaque pays, même si c'est des petites scènes, tu vas forcément rencontrer même dans les petites équipes, les 2-3 joueurs qui connaissent la musique, quoi. Ouais. Qui se font pas avoir ils se feront pas goder mule, ils se font pas Molik assassiner, ils se feront pas. Ouais. Moi, j'affronte en dernière ronde le power gamer de l'équipe suisse, qui est un gamin de 14 ans pour l'anecdote. Et c'est vrai qu'il se débrouille, quoi. Mais il a 14 ans, quoi. Et ils sont un petit pays. Je dis pas qu'il y avait tous leurs joueurs, mais c'était quasiment ça. Mais voilà, quoi. Le gamin à 14 ans, il assurait le cachou, quand même. Il marchait plus droit à la fin, c'est ça? Ouais, ça c'est un autre problème. Non, on voit une différence. Alors, oui, donc on tombe contre des équipes moyennes. On n'a pas eu de gros joueurs, malheureusement. Moi, c'est mon regret. J'aurais voulu jouer contre un soi-disant très fort pour voir. Ouais. Voilà le fait que les appareillements aléatoires à chaque ronde ont pas sorti de. Vous êtes tapé une Allemagne quand même. L'Allemagne ne devait pas être trop mauvais quand même, quoi. Ouais, bon, l'Allemagne 2, ouais, globalement, c'était meilleur que nous. Il n'y a pas de, il y a pas de secret, mais c'est l'Allemagne 2. Bah, donc c'est déjà pas mal, quoi. Ça veut dire que l'Allemagne 1, ça sera peut-être encore pire, quoi. Ouais. On n'a pas eu les équipes du top 5. Ouais. C'est comme ça, hein, c'est pas grave. C'était le tirage au sort, donc tu peux pas non. On y peut. Voilà, il aurait fallu. Voilà, il fallait soit gagner, soit avoir de la chance au tirage au sort. Voilà. Alors le niveau de joueur est très fort. Et alors par contre, un truc qui est vraiment impressionnant, c'est le fair play. L'ambiance, le fair play. Oui. Ouais. Il y a personne qui râle sur ces jets de dés. Par rapport aux OETC, où du coup il n'y avait pas de sélection nationale, il y a vraiment un changement d'ambiance. Il y a peut-être que Feyal a une vision différente parce que lui apparemment il est tombé sur
sur un ou deux tristes cires, mais ça a pas été dramatique, je crois. C'est deux avec qui c'était un peu moyen, mais enfin en tout cas pas de conflit et pas de mauvais comportement. Juste des parties pas forcément comme très toi agréables. contre Elitser, tu vois. Comme pardon. Contre Elitser, enfin c'était plus que correct. Hein. C'est juste que le courant il peut passer entre nous, mais je veux dire que on s'est même pas engueulé, on s'est même pas écharpé, on est resté très cordiaux. Et voilà, et c'est ça le truc, c'est que même les gens avec qui le courant passait pas, c'était fair play, honnête, enfin voilà, honnête. Et... ça jouait propre. Personne n'a essayé de rien reproché. Ouais. T'as un problème, t'appelles l'arbitre, c'est réglé, l'autre il est reparti quoi, il s'arrête pas là-dessus. Hein, Et globalement ils se battent. Hein. Les mecs ils lâchent pas. Ah c'est ça, ce que j'allais dire moi c'est ça aussi une des différences, c'est les mecs ils se laissent pas tuer quoi. T'as fait tout ce qu'il faut mais le gars il se débat quoi. Hein. S'il peut voler un truc, il vole un truc. Et Val ça lui coûte cher parce que le mec il a perdu la partie, il se débat et il paye son erreur cash quoi. Hein. Il s'accroche. Moi je le savais du UK Masters, les types ils perdent pas tour 2 globalement. Hein. Ouais, c'est ça, mais c'est vrai qu'ils débattent jusqu'à la fin. Ça dure longtemps. Ouais, ça amène vraiment jusqu'au bout. Et ça m'a coûté cher. Tu vois, c'est marrant parce que moi, justement, moi, l'expérience que j'avais eue au LSM m'avait montré que si je faisais pas ça, c'était sûr que j'allais jamais réussir à gagner autant de parties, et du coup, je suis venu avec le même état d'esprit, quoi. Je me débat jusqu'au bout, et si la situation est merdique et s'il y a un vol à faire, eh ben, je le fais, quoi. C'est la consigne, une des consignes que j'avais données à mes joueurs, c'est vous tendez jamais la main à votre adversaire pour lui laisser la partie. C'est tant que vous avez votre caster et qu'il a pas marqué ses points de contrôle, vous jouez. Il peut vous rater un assassinat à 3+ sur 8 des 6 que ça peut arriver. Et derrière vous lui bâchez la bouche quoi. C'était une des consignes principales. C'était on lâche rien jusqu'au bout. Je leur ai dit vous mourrez debout quoi. Et globalement tout le monde a fait. Même Alris dans un match-up vraiment dégueulasse, il s'est accroché et tout. Il aurait pu s'en sortir, non, c'était bien quoi. Ce côté-là, l'attitude est très importante. Hein. Et il y a pas, globalement, même si ça s'accroche un peu, il n'y a pas de connards. Enfin, j'ai pas entendu un scandale il y a quand même 150 personnes quoi. Ouais, 150 personnes. Pas eu un mot plus haut de l'autre. J'ai pas vu deux mecs se disputer ou non, franchement. Voilà. C'est mieux que dans nos tournois à nous. Non, mais ça c'est vrai. Hein, moi, et les types ne demandent pas de tech back, rien du tout. Hein. Il fait mince, j'ai oublié ça. Et il te regarde, puis il continue. Hein. Ouais. Est-ce que on fait un rapide déroulement des rondes, ou est-ce que du coup ça va peut-être être un peu rébarbatif par rapport à tout ce qu'on a déjà dit? Non, je pense qu'on peut donner nos résultats vite fait. Le détail, de toute façon, pour tout ce qui est ronde et les matchs de chaque joueur, tout le monde a fait son débrief sur Battle Group. On le trouve aussi sur le site officiel du truc, du WTC. Donc, je suis pas sûr qu'il y ait un gros intérêt à rappeler les résultats. Les stats, vous trouverez ça assez facilement. C'est pas le plus intéressant. Je pense que le plus intéressant c'est le retour humain. Ce qu'on va faire. Alors bon, pour info, notre équipe, donc la team 1. La team 1 qui a bien mérité de son nom. Longtemps critiqué, avec des joueurs longtemps critiqués. Et ben on a gagné notre première partie alors qu'il était censé être facile. On perd contre une équipe forte, l'Allemagne, et on se craque sur la troisième contre le Pays de Galles. On aurait vraiment dû passer. Ils étaient durs, Pays de Galles. Nous aussi en notation, on n'était pas bon contre le Pays de Galles. C'était dur, mais en fait, faut voir que ces pays-là, Pays de Galles, Scotland, je pense Irlande, c'est comme la France, c'est du même tonneau. C'est des scènes, des tournois de 50-60 personnes. Et donc on perd contre eux, on se reprend le lendemain matin, on bat l'Écosse, qui était pas facile, hein. Pas un match facile. Et après on tombe contre Norway Blue, qui était aussi un match-up. On les avait bâchés 5-0 la veille au soir, effectivement. Mais pas nous. Ouais, mais ça s'est passé quand même, quoi. C'était pas non plus. Nous, on gagne 3-2. On finit donc à 3 victoires d'équipe et 2 défaites. Ce qui est bien. Nous de notre côté, on a mal attaqué.
on a mal attaqué en étant battu par Danemark White. On a mal continué en étant battu par Danemark Red, qui était donc ceux que vous aviez affrontés juste avant. Les deux équipes, sur le papier, on devait les battre. Donc c'est qu'on n'a pas géré nos parties comme elles auraient dû se passer. Le soir, comme je viens de le dire, on met un 5-0 qui nous a fait du bien au moral, je peux le dire quand même. Voilà, à Norvège Blue, ça fait du bien. 5-0, ça mettait des victoires à tout le monde, donc ça c'était cool. Et en fait, notre tournoi il s'est joué le lendemain matin. On tombe contre la Hongrie. Et la Hongrie, sur le papier, c'est un très très bon match-up. On est censé vraiment leur claquer la bouche. Qu'est-ce que vous freiniez la veille? Oh là là. À quel niveau? Parce qu'on savait qu'on va les défoncer. On est trop fort. Ah mais c'est Fayal qui disait ça. Le bon match-up. Non mais c'est vrai que c'était vraiment le bon match-up. Sur le papier, sur les notes qu'on avait mis, c'était le bon match-up. Et donc le lendemain matin, quand on arrive, qu'on va jouer la Hongrie, en fait c'est là qu'on réfléchit, qu'on se dit normalement c'est un match qui doit passer. Et comme notre but c'est de faire 3-2, il faut que Fayal ait sa Harbinger pour le dernier round. Donc ça veut dire qu'on décide tous ensemble que Fayal jouera sa liste Créos alors que c'est pas l'optimal dans cette ronde-là. Donc en fait ce qu'on considère c'est que Fayal va perdre son match. Il le perdra effectivement à pas grand-chose mais il le perd. Et donc normalement sur le papier on est censé gagner les 4 autres matchs. Donc on a un joker et le problème c'est qu'on craque 2 personnes. Et donc là on a perdu là-dessus. Mais sur le fond, c'était malgré tout une bonne stratégie. Ce serait à refaire, on le referait, sauf qu'on gagnerait nos matchs. Mais voilà, l'idée c'était, on s'est dit, voilà, normalement là, ça c'est un match qui est censé être facile. Vu que notre objectif c'est de faire 3-2, on sera à 2-2 après la Hongrie. Il faut que Fayal il ait sa Harbinger. Et bon, il y a eu un grain de sable dans la mécanique, ça n'a pas marché. Et après, vous allez... Et après, on fait 5-0 contre la Suisse. Je sais plus qui c'est qui m'a dit, je crois qu'on est la seule équipe à mettre 2-5-0 dans le week-end. Alors certes, pas des très grosses équipes, mais ça fait du bien au moral. Vous, c'était pas vraiment jouable les 5-0 vu nos notations. Oui, c'est ça, on se retrouvait souvent avec... Moi, je me retrouvais souvent avec 2 excellents match-up, 2 match-up horribles, et un match-up moyen. Et Eric et Simon avec 3 mauvais match-up, donc c'était difficile de tout éviter, c'était difficile de tout esquiver. C'est très intéressant de voir que par exemple l'équipe bleue qui finit donc que à 2-3 a plus de victoires individuelles que l'équipe blanche qui elle finit à 3-2, mais donc l'équipe blanche a mieux réparti ses victoires d'équipe, ce qui leur a permis de passer des rondes. Alors que vous avez autant de victoires individuelles que les Polonais qui finissent en tête. Les Polonais, ils ont gagné 3-2. Ouais, ils ont tout gagné 3-2. Il y en a un qui a gagné qu'une seule fois. Ouais, voilà. Donc bon, ce qui fait que c'est l'équipe qui compte. C'est très binaire War Machine de toute façon. Ouais. Tu gagnes, tu perds. À ce compte-là. Oui, pour revenir donc 2-3, c'était un peu déçu, mais ça va. Oui, on n'est pas rentré la queue entre les jambes non plus, mais voilà, on se voyait, on se situait à 3-2, et même maintenant, après l'avoir perdu, alors qu'on est effectivement à 2-3, on aurait pu mériter 3-2. On n'en est pas loin en tout cas, et je pense qu'on pourrait faire exactement le même tournoi et finir cette fois à 3-2. Enfin, en tout cas, c'est dans nos cordes, il n'y a pas de marge de progression à faire pour y arriver. C'est du cheveu, hein. C'est vraiment Val qui pense à reculer son caster, c'est Starpu qui se déploie à 10 pouces au lieu de 7, c'est des trucs comme ça. C'est pas des gros trucs quoi. On a tous merdé un truc ou un autre. On fait sortir si Fayal joue sa Harbinger contre la Hongrie, ce qui nous fait gagner la ronde, contre quoi on tombe derrière, et est-ce qu'avec Créo s'il sort un match-up correct et qu'on les bat quand même. C'est du point de détail, on pourrait le refaire 50 fois. On est là où on est, mais on n'est pas loin de ce qu'on voulait. C'est exactement ça. Nous, on bat pas Wells, mais ça, si on les battait, est-ce qu'on gagnait les 2 le lendemain? Ah oui, ça c'est sûr. J'aurais repris mon caster après. Je pense, Zoro, je pense que t'es assez d'accord. 3-2, c'était notre objectif. C'était notre objectif. C'était ça qu'il fallait faire. Il fallait maintenir le niveau, en fait. Des années précédentes. Voilà, pour nous deux, maintenir le niveau des années précédentes. Toujours le milieu de tableau avec plus de victoires que de défaites. C'était pas un objectif ultra ambitieux, mais comme on savait pas forcément on savait pas du tout à quoi s'attendre. Hein. Le niveau a quand même augmenté partout. Il y avait les équipes américaines, russes, il y a des équipes en plus. Hein. Des équipes qui ont des grosses scènes de tournois. En fait, c'est ça qu'il faut voir, hein, c'est que les équipes qui gagnent, ils ont beaucoup de tournois avec beaucoup de personnes toute l'année.
La Pologne, ça a l'air d'un petit pays comme ça, mais ils ont des divisions, ces gens-là. Ouais, c'est ça, Ils sont pas excessivement nombreux, je crois, mais par ils ont contre, une ligue des divisions, mais c'est vrai qu'ils sont très très orientés, compétition. Donc il y a beaucoup de gros joueurs, quoi. Ils ont un bon cheptel. Ah, et puis ils n'hésitent pas à aller en Allemagne se frotter à leurs voisins, quoi, parce que voilà, ce qu'il faut voir, c'est que nous on joue Danemark. Danemark, c'est une province de l'Allemagne en termes de tournois. Suisse, c'est pareil, ils vont en Allemagne une fois de temps en temps, mais c'est des petits bouts. Là, on tombe Écosse, Pays de Galles, c'est des équipes comme la France. Quand ils vont en Angleterre, ils perdent. Les Anglais sont quand même plus forts. Voilà. Puis les Américains, c'est les États-Unis. Ah, mais c'est énormément de conventions, de choses comme ça. Et surtout, ça c'est une chose on s'est fait la réflexion avec les gens de mon équipe quand on les a vus bosser aussi le samedi soir, là, les Américains. Et clairement, je pense que eux, un de leurs avantages aussi, c'est que eux, ils étaient quand même malgré tout jamais que dans une compétition comme ils en font. C'est-à-dire que eux, les tournois de 150 joueurs comme ça, ils en font. Je crois pas qu'ils aient des tournois par équipe, cela dit. Non, peut-être pas par équipe. Ils ont des tournois par équipe, mais en fait, ils fonctionnent pas pareil. C'est-à-dire que c'est des équipes, souvent des tournois par équipe de 3. Tu as en fait les match-ups sont fixés, c'est-à-dire que tu as un mec qui est ton joueur A, un mec qui est ton joueur B, un mec qui est ton joueur C, et à chaque fois les deux joueurs A s'affrontent, les deux joueurs B s'affrontent, les deux joueurs C s'affrontent. Il n'y a pas d'appariement. C'est beaucoup plus rigolo que les appariements. Mais on sentait quand même que voilà, ils arrivaient, ils avaient une pression parce qu'ils voulaient gagner, mais on sentait qu'ils n'avaient pas une sorte de pression de l'événement, enfin en tout cas moins forte, quoi. Alors que nous, effectivement, malgré tout, le premier round, il y a un petit peu de stress, un petit peu de flip. On a beau essayer de prendre ça le plus à la cool possible, et je pense que ça nous dessert forcément. Ouais, ils ont plus l'habitude de la pression. Bon. C'est ça, il faut tenir la pression aussi, ça quand même autre chose à prendre en compte. C'est bien beau de gagner ses rondes, mais il faut en gagner 5. Alors, est-ce que, pour finir sur cette discussion, est-ce que vous avez des choses à raconter, des anecdotes rigolotes à faire partager à l'auditoire de Critical Nothing? Des beaux nouveaux surnoms, tu veux dire? Par exemple, ou autre chose, je ne sais pas. Un petit événement qui s'est passé dans une partie. Moi j'ai rien de tout ça, j'ai que des parties. Nous non plus, parce qu'on s'est fait chier tout le week-end, on s'est pas trop amusé, alors j'ai rien à raconter. Alors ouais, au niveau de l'ambiance le soir et tout, on a vraiment bien déconné, bien rigolé. Ouais. C'est important. Tout le monde s'entend bien dans les équipes, ça c'est, je pense que c'est quelque chose de fondamental. Ça joue énormément, personne n'enfonce personne, tout le monde se soutient, c'est vraiment intéressant. C'est très important ça pour le moral de toute l'équipe en fait. Sinon si tu mets un bouc émissaire, c'est la fin du monde. Parce que tu sais que de toute façon, tu vois, si tu reprends l'exemple de la Pologne, le mec à 4 défaites, il n'a pas dû passer un super week-end quoi, en termes de jeu. En termes de jeu. Mais voilà, si jamais il est conscient que c'est parce qu'il bouffe les mauvais match-ups de ses potes et qu'il leur permet de gagner, c'est aussi ça et c'est surtout ça le jeu. C'est l'équipe, c'est vraiment une équipe. Il faut être capable de prendre. Si tu peux partir en disant, je vais prendre 5 mecs qui sont censés me faire des bâches, mais ça va permettre à mon équipe de gagner. Quoi. Voilà. Et ça, il faut être prêt de le faire. Et pour ça, c'est bien qu'il y ait une bonne ambiance d'équipe. Que personne ne soit jamais pointé du doigt ou quoi et que ça se passe bien entre tout le monde quoi. Puis c'est vrai qu'on a bien rigolé. Ça s'est bien passé avec les gens des autres équipes. On a passé les soirées avec les joueurs étrangers, c'était vraiment c'est des gens comme nous globalement. À part qui parle étranger. À part Life peut-être Zoro. Écoute, je ne sais pas, il m'a vraiment impressionné. Ah oui, aussi. Le soir, mais il était torché, mais à un point qui était pas possible. C'est un alcoolique qui vous parle. Ouais. Mais vraiment, comme j'ai rarement vu. Et c'est lui qui en a perdu ses chaussures. Il trouvait pas sa chambre alors qu'il était à 10 mètres de sa piole, il trouvait plus sa chambre. Et le lendemain, j'ai joué contre lui. Mais et il avait déjà de la bière à la main. Il avait déjà des bières à la main et écoute, la partie j'ai été la chercher au forceps quoi. Donc ouais, je sais pas, spécial dédicace, Life mon héros. J'ai mangé avec lui le soir et il parlait, il était encore cohérent. Alors que
Et ouais, à noter ça pour la petite anecdote que effectivement Leif, on en parle et on le connaît particulièrement parce que c'est son équipe et a priori quasiment lui tout seul qui a gagné le concours de boissons, puisqu'en fait il comptabilisait ce que les équipes buvaient, et l'équipe qui a le plus picolé au bar a gagné un prix, et ça c'était assez intéressant parce que ça permet de faire tourner la buvette de l'événement d'une certaine manière, et il y avait des gars qui venaient surtout pour ce trophée là, quoi. Et aux grandes dames de l'Irlande, hein. Alors, l'Irlande, Ouais, l'Irlande ils avaient les boules. ne s'en est pas remise, hein. Il y avait aussi un concours de peinture, hein. On peut quand même Cocorico. Ouais. Notre Starpu fait 3e. 3e. Bon, sachant qu'il aurait peut-être fait mieux. Un des critères pas principaux, mais un des critères c'était l'homogénéité de l'armée. Et c'est vrai que les mercos de Starpu, il les a voulu et pensé comme ça, vraiment comme étant une sorte de patchwork. C'est un zoo. Voilà, il y a vraiment un peu de tout. Il y a du Jack Signar détourné, il y a voilà le galéon jaune, les trucs comme ça. Et donc je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il est pas un tout petit peu plus haut, parce que je pense qu'il valait bien le mignon. Après, l'Everblade qui fait premier était quand même vraiment propre, homogène, avait un beau rendu, il mérite bien ça. L'Everblade premier, c'est vraiment classe. Même si c'était peint de façon un peu au feutre, les dégradés étaient quasi inexistants, mais c'était propre. Le rendu était très bon. Ah, le rendu était excellent. En tout cas, c'était bien. On était 4 Français dans le top 10. Dans la shortlist, le top 10. Hein. Ouais. On a pu admirer l'effet du Pink Factor une nouvelle fois. Ouais, exactement. Exactement. Je suis un voleur de poules et comme quoi, hein, mettez du flashy sur vos filles. Ouais. Non, c'était bien qu'on ait un Français sur le podium. C'était bien. Sinon, on s'en serait permis. Starpin s'en serait permis. Globalement, quand même pas mal de compliments sur les armées. Oui. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais les armées, d'une manière générale, étaient pas foutage de gueule. Ouais, c'était propre. Moi, j'ai pas vu de scandale. Un scorn limite, un scorn. Il y avait un scorn un peu moyen qui remplaçait le Syrah. Voilà. C'était globalement mieux qu'un certain troll au Grab and Smash, quoi. Par exemple. Ne pointe pas du doigt. Si, je pointe. Non, mais non, il y a des trucs, voilà. Il y a des trucs qui sont scandaleux et qu'il faut pas qu'on voit en France. Quand à l'étranger, dans un tournoi international de gros niveau, c'est tout mieux, quoi. Donc les gars, peignez. Et pas de proxy, hein, moi, mes adversaires. Moi, les miens étaient validés par leurs gars, et je vais vous dire un truc, je les ai même pas présentés en début de partie, et il n'y a pas un mec qui m'a posé une question dessus. Donc c'est quand même la preuve qu'ils sont relativement acceptables. Ouais, je crois que personne n'a dit qu'il avait perdu avec ses proxys. Oui, non, c'est pas sorti cette excuse. Voilà. Alors, est-ce qu'on parle un peu de l'année prochaine? Donc voilà, en concluant sur l'année prochaine, peut-être en quelques mots, analyser ce que si vous deviez le refaire, qu'est-ce que vous feriez différemment? Alors je voudrais juste commencer en disant que la France avait posé sa candidature pour l'année prochaine, elle n'a pas été retenue, c'est la Pologne qui a été prise avec un dossier en béton. Il n'y a pas à rougir. Hein. Donc l'année prochaine, ça se déroulera en Pologne. Alors, Zoro, dis-nous comment s'appelle la ville. Szczyrk. Voilà, donc. Szczyrk. Non, non, j'arriverai pas. Szczyrk. Ouais, enfin, bref, ça sera en Pologne, donc. Et alors, qu'est-ce qu'on changerait l'année prochaine? Il y a deux écoles qui vont s'affronter, je sens. Non, mais déjà individuellement. Enfin, dites-moi qu'est-ce que vous auriez voulu faire cette année et que vous n'avez pas pu faire par faute de temps, parce que vous pensiez que c'était pas important et que maintenant, avec le recul, vous dites que c'est important. Voilà, ce genre de choses. C'est malheureux à dire, mais il faut jouer ces deux listes. Il faut les jouer beaucoup. J'ai beaucoup joué mes listes. C'était peut-être encore un peu short pour Grimm, par exemple. Ouais, il faut que les deux listes elles roulent. Il faut qu'il n'y ait pas d'automatisme, pas histoire d'arriver à la cloque enfin et perdre bêtement parce qu'on n'a plus de temps. Il faut que les listes se complètent et que les deux soient susceptibles de sortir. C'est ça qu'il faut que je bosse, moi. Ouais, c'est ça, ouais. Moi aussi, c'est le même problème. Mathieu? Ouais, au niveau des listes, moi je suis assez d'accord. Enfin, je venais avec des listes, moi, Mortenebra que je connais bien, que je joue depuis longtemps, et donc j'ai assez peu joué en préparation. Et d'ailleurs, je la sors qu'une seule fois au final parce qu'elle était là pour contrer des petits points bloquants pour Pisker. Après, il faut surtout une liste solide que vous sentiez bien, quoi. Je pense qu'il vaut bien mieux une liste que vous sentez, avec laquelle vous sentez à l'aise,
qu'une liste net deckée que vous n'arrivez pas forcément à faire tourner ou quoi que ce soit. Le plus important c'est ça, mais effectivement il y a des automatismes qui s'acquièrent que dans le jeu, quoi. Jouer. Zoro, il me semble, t'as dit que t'avais joué entre une cinquantaine de parties avec tes deux listes en préparation. Ouais, enfin cumulé, C'est ça. Moi j'ai compté, pareil, je suis à 30-35 à peu près sur les deux listes. Quentin, on ne te pose même pas la question. Ça, 30-35, c'est juste Grim. Ouais, c'est ça, ouais. Donc toi t'es à peu près au double. Ah bah non, parce que l'autre c'était Epic Orluc que t'as dû jouer au moins une centaine de... Pire Orluc que t'as dû jouer au moins une centaine de fois. Ouais, 2 à 3 fois. Moi si j'ai un regret, c'est de pas avoir été assez attentif à l'environnement de jeu, à la répartition des factions. C'est vrai que toi Zoro, c'était dommage, enfin à mon sens. C'est dommage parce que pour moi le Krix doit faire peur. Et Zoro avait énormément peur d'Everblight et d'Orboros. À juste raison, là n'est pas la question. Mais il y a énormément d'Everblight et d'Orboros en fait. Voilà, effectivement, ça m'a pris par surprise. Et c'est vrai que si je devais le refaire, je me préparerais mieux dans le sens où j'aurais avant l'événement, j'aurais pas 2 listes de prêtres, mais 4 listes. Qui pourrait se jouer par binôme ou qui me permettrait en regardant les gros événements US et UK de m'adapter à ce que les gens appellent le méta et qui m'énerve, hein, donc j'appellerais l'environnement de jeu. Après je mettrais un bémol parce que c'est pas si facile de prévoir un an à l'avance. Parce qu'il faut se fixer ces casters. Typiquement Morgana, personne ne pouvait savoir. C'est pour ça que je dis 4 listes en fait, parce que tu vois pour vraiment avoir 2 binômes qui couvrent des choses relativement variées et qui permettent de se dire si cette année c'est plus la balance penche plus du côté de Horde, je vais sortir tel binôme. Si ça penche plus du côté de War Machine, je vais sortir tel binôme. Je dis des conneries, mais voilà, ce genre de truc là, quoi. Ouais, je pense pas que ça change non plus drastiquement du tout. Ouais, et puis je pense que c'était quand même difficile on n'aurait quand même pas juré qu'il y aurait à ce point-là de l'Everblight et qui joueraient tous Serine et Epic Veil, quoi. Moi, c'est surtout l'Everblight qui était choquant, en termes de diversité. Et il y en avait, on s'y attendait. Nombreux. Ouais, et puis Krix, Harbinger, on s'y attendait. Harbinger, on s'y attendait. La plupart de ceux-là, ils jouaient un de ces trois casters-là. Les Krix jouaient Epic SV, mais tous ne jouaient pas Denegra 2 au numéro 2 quand même. Ceux qui jouaient Harbinger, tous ne jouaient pas Epic Feora en deuxième. Alors que vraiment, les Everblight, il y en avait qu'un ou deux qui jouaient pas la combo. Non, j'exagère, un ou deux, mais enfin, le Serine Epic Veil, c'était démesuré, quoi. Parce que tu vois, mes listes, elles étaient solides pour ce qu'elles étaient censées faire. Je veux dire que les types les armées qui ignoraient pas le stealth, ils me fuyaient lors des appariements. Le Syrah, typiquement, la fois où tu m'as présenté contre du Syrah, le mec il a même pas hésité à ne pas me prendre. Ça c'est important. Tiens, d'ailleurs, je suis un peu un coq à l'âne. Tu viens de dire que tu étais très bon contre le Syrah, et une des choses qui me paraît important, c'est de pas penser ces listes en se disant je vais être, par exemple, il va y avoir de l'Epic SV, je vais faire une liste très très bonne contre Epic SV. Parce qu'à ce moment-là, vous jouerez jamais contre Epic SV. En fait, autant les appariements permettent d'éviter des mauvais match-up, autant ils permettent pas d'assurer des bons match-up. Je dirais oui et non, parce que tu vois, ça a ce rôle d'épouvantail quand même. Ça a ce rôle d'épouvantail, ouais, mais enfin bon, si c'est bon que contre ça, c'est ça, c'est qu'il faut il faut que ça soit bon, il faut que ce soit bon contre d'autres choses. Mais pas au prix de tes autres équipes. Parce que toi, typiquement Zoro, t'étais très bon contre Krix. Ouais, et mauvais contre Blight Orboros, si bien que t'avais un très bon match-up et 2 très mauvais. Donc le mec t'évitait et il sauvait son Krix, et toi tu te retrouvais, c'est toi qui avais le désavantage au final. C'est ça. Donc plus je suis d'accord, je suis conscient de ce problème-là. Non, mais ça s'est bien goupillé. Donc je continue d'apprendre. Ça aurait pu être catastrophique que des listes spécialisées. On continue d'apprendre. C'est ça aussi qui est intéressant. Moi j'ai beaucoup appris. Je vais changer 2-3 choses. Les tournois par équipe de 5, on n'a pas l'habitude non plus. Donc c'est de l'expérience. On engrange de l'expérience. Au niveau de la préparation d'équipe, vous avez des... nous, clairement, on était un peu à la bourre. Moi, je pense que ça sert à... Enfin, je vois pas comment goupiller. Alors, est-ce que par exemple, il faut... Là, ce qu'on a fait, en fait, c'est que on a dit à chaque joueur, tu prends lui ce que tu veux, et puis on se démerde derrière.
Est-ce que pour l'année prochaine, le conseil à donner aux équipes qui vont arriver, c'est pas de leur dire préparez vos listes de façon à couvrir le plus de match-up possible, quoi. Est-ce qu'il y a de l'ingénierie de liste à faire Moi, je vois pas au niveau de l'équipe. Moi non plus. Parce qu'au niveau d'appariement, je trouve pas que... Je crois pas, parce que tu peux pas, les joueurs... Pardon, j'ai pas entendu Val. Moi, je suis justement, contrairement à vous, je pense qu'il y a moyen de faire de l'ingénierie de liste. Et de faire des couvertures qui te permettent justement que le gars va t'éviter, et donc retomber sur d'autres personnes qui ne pourra soit pas éviter, soit qui vont t'orienter vers des bons match-up. Je trouve que c'est compliqué, parce que c'est pas... à mon avis, c'est pas facile. Blanc ou noir... Oui, pour les mêmes adversaires. C'est pas du tout le même boulot de préparation, là. C'est ça, c'est vrai. Et après, on est bloqué, je pense qu'il faut que les joueurs jouent quand même ce qu'ils aiment jouer, quoi. Ouais, voilà. Alors, moi, je suis plutôt là-dedans. Et c'est pour ça, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, clairement, si je dois le refaire l'année prochaine, je préparerai pas 2 casters, j'en préparerai 4. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse 2 fois plus de parties. Ah, c'est très bien, qui peut le plus, peut le moins. Tu peux pas dire à ton joueur Signar joue Epic Ellie si le mec il la joue jamais. Ah non, c'est pas ça, c'est pas du tout ça le problème. Moi c'est pas jouer des casters chiants, c'est pas mon propos. Non mais quand Val dit couvrir les match-up permissifs ou je sais pas quoi, c'est pas mon propos. Mon propos c'est de dire vraiment avoir suffisamment de flexibilité au niveau des joueurs pour que, tu vois, typiquement dans le cas là où je sentais l'Everblight arriver et je pouvais pas changer mes listes, quoi. Alors que parce que j'étais coincé au niveau de ma préparation, j'avais suroptimisé toutes mes 2 listes, je savais exactement ce qu'elles faisaient, etc. Donc je pouvais plus me rabattre sur un autre caster qui serait meilleur contre l'Arboros ou l'Everblight. J'avoue que moi je sais pas. Tu vois, j'arrive pas à savoir si je dois mettre un truc qui donne Fearless à mon armée à cause du Krix. Je me suis rendu compte que le Krix, je suis jamais tombé contre, mais même pas. Je pense que c'est un truc que tu peux anticiper en discussion d'équipe, avec un tableau ou. Là c'est bien parce qu'on a l'expérience là, on n'y aurait pas pensé avant non plus, et on a les équipes, on pourra se servir de leurs équipes là pour faire des tests. Parce que apparemment. Excuse-moi Val, on n'arrête pas de te couper. Ouais, c'est pas grave. Parce qu'apparemment, ce que j'ai compris, c'est que l'équipe Allemagne 1, c'était des gars qui jouaient tout le temps ensemble. Ça c'était intéressant à savoir. Tu vois, s'ils ont pas forcément pris les meilleurs Allemands, ils ont pris 5 gars qui jouent tout le temps ensemble et qui se connaissent super bien. Qui sont quand même pas des branques. Hein. Ouais, oui, bien sûr. Non, mais c'est pas le... Cheptel, c'est pareil. L'équipe bretonne, 5 potes. Hein. Faut bien dire qu'on voit de tout. C'est-à-dire qu'effectivement, les Allemands, on pourrait dire, c'est quasiment les gars d'un club qui sont venus ensemble. Il y a des équipes, ils ont pris les meilleurs du pays, qu'ils ont trouvé plus ou moins objectivement, ils ont fait une équipe. Il y avait d'autres pays, comme le nôtre, où ça s'est un peu réparti de partout. Ça venait un peu de partout du pays et on a mis des bons et des moyens dans toutes les équipes. Je m'entends quand je dis des moyens, hein, tous les joueurs tenaient la route. Et donc c'est vrai qu'il y avait vraiment toutes les typologies. Après, est-ce qu'il y en a qui ont vraiment mieux carburé que d'autres à cause de ce critère-là? Ça, je saurais pas dire. Je pense pas qu'il y ait de recette évidente. Ouais, tu as trouvé aussi ce qui correspond à ton. Il faut que l'équipe s'entende bien. À ta communauté, quoi. Voilà, aussi. C'est clair. Ça aussi. Il faut que l'équipe s'entende bien, que les joueurs s'entraînent et bossent les appariements. C'est vraiment si tes joueurs sont investis, c'est bien. C'est ça. Le problème, c'est qu'effectivement, un joueur qui fait pas le boulot sérieusement peut flinguer le boulot de tout le reste de l'équipe, en fait. Le joueur qui fait des mauvais appariements, il faut en leur tout. Ouais. On va essayer de le sauver ou de le mettre bien, alors que en fait c'est pas le cas. Voilà. Où il a dit t'es censé tenir ton match, tu le tiens pas, c'est pas bon, quoi. Enfin, au final, on en revient à ce qu'on disait au début, c'est une fois qu'on a fait les notes, on l'a vu dans les 2 équipes, les appariements nous donnaient gagnants sur toutes les rondes. Et nous on en a perdu 3 et vous 2. Donc c'est bien la preuve qu'on n'a pas tenu ce qu'on devait pas gagnant. Ah vous t'as pas dit qu'elle te donnait toutes gagnants? Tout à l'heure, au niveau de l'équipe? Non, enfin, si gagnant, savoir en dessous de la moyenne, on l'a eu une fois. D'accord. Sur ton appareil. L'équipe où vraiment, même dans le pire des cas, on était proche de la moyenne, quoi. Nous, sur le papier, toutes nos rondes, on devait les finir au moins à 3-2, voire à 4-1.
Et ben la preuve c'est que ça a pas tenu. Donc c'est qu'après on n'a pas tenu nos matchs. Alors on est en train de se les débriefer un peu en interne pour regarder les raisons. On a quelque chose qui ont été très bien analysés, qui sont clairs. Puis il y a d'autres trucs qui sont encore un peu flous sur lesquels on est en train de travailler. Après voilà, c'est au final la note c'est le cœur de tout, puisqu'on fait un appariement et que si après on tient pas la note, le résultat il faut quoi. Donc là, Zoro, toi ce que t'aimerais, c'est qu'on sache très vite qui est volontaire pour l'année prochaine. Voilà, donc si on parle de sélection du futur, c'est vrai que indépendamment du mode de sélection, chacun a son avis sur la question. D'ailleurs, on pourra en dire un mot après, hein, même si je déteste Portal, je suis prêt à écouter son avis. Ouais. Je te dis, j'ai pas d'avis, fois mon avis. Indépendamment de ça, moi je pense que c'est important que les équipes soient choisies rapidement et si je peux même donner ma deadline à moi, si j'avais mon mot à dire, ce serait à la mi-novembre la sélection est faite. Ouais. Tu vois. Un peu comme les dernières, hein. Les dernières en décembre, ouais, c'était fait, je crois. Non, je sais plus si c'était fait en décembre. On a attendu d'avoir le deuxième slot quand même. Ouais, il y avait l'histoire du deuxième slot quand même. En fait, il faut que les joueurs, encore une fois, indépendamment de la sélection, puissent s'engager un an à l'avance quasiment. Enfin, il doit y avoir un triple engagement, quoi. Il y a un engagement qui est de temps et d'argent. Parce que tout ça a un coût, voilà, c'est 500 € pour passer un week-end à jouer au bonhomme, donc il faut être conscient de ça, au moins 500 €. Il y a un engagement vis-à-vis de soi-même, c'est-à-dire que si les gens veulent venir avec des choses qu'ils aiment jouer, faut qu'ils s'en donnent les moyens, et je prends mon exemple personnel, Gorshed 1, je me suis donné le moyen de le jouer. C'était pas forcément le truc idéal dans la configuration Everblight Cercle, mais c'est un truc c'est une liste que j'ai joué quasiment de janvier à septembre. Donc cet engagement-là est important, et à ce sujet-là, je fais un sous machin. Je pense que c'est aussi important que le plus de joueurs possible s'entraînent sur Vassal, parce que mine de rien, c'est une mine d'expérience incroyable, au-delà de ce que tu peux rencontrer en club, et même parfois au-delà de ce que tu peux rencontrer en tournoi. Donc, le dernier point aussi, c'est l'anglais. Je dirais que les joueurs, voilà, c'est évident. Enfin, moi, ça me viendrait même pas à l'esprit de jouer en français, n'est-ce pas? Non, c'est pas une question de jouer en français, mais de mettre ça dans les critères de sélection. Je pense que si tu viens à un événement international, c'est évident qu'il faut parler anglais, qu'il faut faire les tournois français, qu'il faut être relativement conscient de son niveau. Bah, tout ça, c'est des évidences. Hein. Et je pense qu'il faut être conscient énormément du temps que ça va demander. En fait, l'année prochaine, en Pologne, il y a le WTC, et en même temps ils sont en train d'organiser un Master Pologne. Et j'ai envie de dire, autant un Master Pologne, c'est-à-dire un Master où tu vas tout seul, tu peux y aller en t'étant préparé comme t'as envie, un an à l'avance, tout le monde est motivé, youpi matin, et puis petit à petit le jeu retombe, on joue pas assez, on se prépare pas assez, etc. Tu vas en Pologne, tu claques tes 500 € et tu perds tout seul parce que tu t'étais mal préparé, dans l'absolu pas grave. Maintenant le mec qui a pas assez joué dans l'année, qui s'est pas assez préparé, qui a pas le temps de préparer comme il faut les appariements, et qui se penche pas comme il faut sur l'esprit de l'équipe, etc., il perd pas tout seul, il fait paumer l'équipe. Et c'est ça le plus important, c'est-à-dire que ceux qui veulent venir, et il va falloir effectivement qu'ils disent rapidement, moi je serai volontaire pour venir, on verra après le mode de sélection, il faut que les gens ils soient capables de dire que intrinsèquement ils pensent avoir le niveau pour pas faire perdre une équipe, ils pensent avoir le temps de s'investir suffisamment pour pas faire perdre une équipe. Et ça c'est très important. Et on se rend pas forcément compte que peut-être que quelques mois plus tard tu vas avoir un gamin, que peut-être quelques mois plus tard tu vas changer de boulot, que peut-être quelques mois plus tard tu vas déménager, et que ça va te prendre, la vraie vie elle va te rattraper vite, et il faut que tu sois prêt à sacrifier des choses. Q2 le disait en rigolant, c'est un sacrifice, mine de rien c'est une forme de sacrifice, c'est pas tant rigolant c'est que pas ça, juste une fête, quoi. C'est énormément de soirées, énormément de temps
Non, je pense vraiment que il faut y réfléchir sérieusement. Là, on est tous dans l'euphorie, ouais, c'était super, on y retourne. Ou d'ailleurs, les gens nous ont suivis, alors ça a vraiment fait plaisir. Ah, c'était génial. Plein de gens qui se disent qu'ils vont y aller. C'est comme après Roland-Garros. Moi, j'ai toujours envie de faire du tennis, mais là, j'en fais pas, quoi. J'en fais pas plus qu'avant. Donc il faut vraiment penser sur un projet qui est dans 10-11 mois, quoi. Le but de ça, c'est vraiment pas de décourager les gens, parce que là, c'est bien sûr, l'impression qu'on en faut des gens. Ceux qui ont envie de venir, je veux dire, venez-y. Mais vous pouvez pas y venir en touriste. Vous y venez en vous disant que vous faites le WTC avec une équipe et que l'équipe c'est la somme de 5 personnes. Donc si jamais c'est que 4 personnes, ça peut plus gagner. Exactement. Mathieu, tu veux parler de sélection ou on se quitte bons amis Non, mais pas particulièrement, mais juste on est tous un peu au courant les questions se posent et je pense que en fait le vrai point d'entrée ça va être le nombre de personnes intéressées. Parce que globalement les modes de sélection qui se discutent sont d'un côté une extrémité du spectre, t'as les gens qui se sélectionnent entre eux un peu comme ce qu'on a fait cette année. À l'autre extrémité Non, mais j'ai pas dit que c'était mauvais, hein. Mais ça, c'est une extrémité du spectre. À l'autre extrémité du spectre, t'as des gens qui veulent une sélection factuelle, soit sur un tournoi individuel, soit sur un tournoi par équipe, etc. Et puis au milieu, il y a tout un tas de solutions un peu intermédiaires à base d'un conseil des sages qui validerait des gens, etc., etc. Toutes les solutions ont des avantages, toutes les solutions ont des inconvénients. Mais je pense qu'en fait, le vrai point d'entrée, ça dépend combien il y a de gens, quoi. Clairement, s'il y a 15 volontaires, c'est pas la peine de faire une usine à gaz et je veux dire un fonctionnement comme on a eu cette année est sûrement pas mauvais. Maintenant si pour une raison ou pour une autre il y a 25 ou 30 volontaires réels, là on pourra peut-être plus se contenter de la République bananière et de dire on s'arrange comme on a envie de s'arranger. Non mais c'est pas République bananière, hein. Les idées intermédiaires c'était quand même à base de gens indépendants qui choisissaient. Tout à fait. Il y a d'autres versions, il y a une version où les gens veulent choisir deux capitaines qui après se démerdent. Il y a une équipe choisit un tournoi pour les autres, un tournoi de qualif individuel par équipe. Non, mais il y a vraiment et je pense que ça dépendra vraiment du nombre de joueurs intéressés. Moi je pense que là je connais un peu les joueurs français et je revois pas 30-35 crédibles, je vais vraiment être honnête. Non, mais je suis assez d'accord avec toi. Moi s'il y a 15 gars, ce sera déjà bien. Ouais. Alors, pour illustrer un petit peu ça et boucler la discussion, j'ai discuté avec l'équipe polonaise et ils m'ont expliqué leur mode de sélection. Donc eux ils ont un championnat, ils ont sorti les 4 meilleurs de ce championnat. Ils ont sorti les 5 meilleurs. C'est cette année qu'ils prennent les 4 meilleurs plus un mec qui gagne un gros tournoi. Donc là ils ont sorti les 5 meilleurs. Ils ont élu un sélectionneur, donc un type qui joue pas et qui dit juste qui est une sommité et qui va juste donner son avis. Et ces 6 personnes ont choisi les 5 personnes restantes de l'équipe. C'est-à-dire que c'est un système un peu mixte entre le résultat factuel et puis la constitution des équipes pour avoir des groupes, je suppose, homogènes. Et les gars, pardon, les 5 qui avaient été sélectionnés, c'était l'équipe 1, et puis ensuite les 5 qu'ils ont choisi entre eux, c'était l'équipe 2? Alors ça, je ne saurais pas te dire. Ce que je peux te dire, en revanche, c'est que dans l'équipe blanche, ils n'étaient pas forcément contents de la façon dont les équipes étaient constituées, parce que ils trouvaient qu'il y avait que l'équipe rouge réunissait beaucoup des bons. Alors, je sais pas si c'était tous les bons, mais en tout cas beaucoup des bons, et l'équipe blanche beaucoup des entre guillemets des mauvais, des moins bons. Et ils trouvent que du coup ils n'ont pas une chance égale dans le tournoi. Mais ça c'est encore un autre problème. La constitution des équipes c'est encore un autre problème. C'est encore après la sélection. Bon, après on est tous d'accord pour dire que c'est vrai que cette année l'aspect humain a été vraiment très très positif pour nous tous. Et que donc effectivement il faut trouver le juste réglage entre un aspect humain qui fait que tout le monde s'amuse, tout le monde passe un bon week-end, etc. et l'aspect compétitif, puisqu'à part ça, il gagne le championnat du monde. Donc, de toute façon, moi je tiens à préciser que le but c'est pas de mettre toujours les 10 mêmes gars qui vont y aller. C'est pas du copinage, c'est pas ça. Là il y a des gens qui veulent pas y retourner, il y aura des nouvelles places. Mais c'est bien quand même qu'il y ait des gens qui y retournent, qui engrangent l'expérience.
que ça soit pas perdu, que les voilà, choses soient pas perdues d'une année sur mais l'autre. moi je suis vraiment le plus important pour moi, c'est un mélange des régions de France, un mélange des joueurs. Par opposition À l'équipe de potes. à une équipe de potes. Ce à quoi je ne crois pas vraiment. D'ailleurs, je En trouve que même là on a temps, mélangé la France et que c'était plutôt... En même temps, c'est qui, rappelez-moi, c'est les 5 qui venaient du même club ou quasiment, c'est quelle équipe qui était comme ça? C'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne. L'Allemagne, Blanc. et bon, Black. qui se débrouille pas si mal, quoi. Donc, voilà, on peut pas dire que, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas une recette miracle, faudra trouver la recette française. Voilà, c'est la recette qui correspond, qui convient, à notre qui méta, correspond à notre communauté, méta, ouais. à l'état de la communauté. Ok, eh ben écoute, moi je pense qu'on a fait le tour de tout, en tout cas sur ce qu'il y a sur ma petite fiche, j'ai fini, donc Quentin, je pense que tu peux conclure et nous rendre à nos tâches. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur ce qu'est le WTC, que ça vous a intéressé ce qu'on a raconté. Je le rappelle, tous les débriefs plus complets des parties, ce qui concerne purement les parties, est disponible sur Battle Group. Tout le classement, tous les chiffres est disponible sur Endgaming. Alors c'est un .com ou un .net? Endgaming.net. Voilà. Et moi je remercie tous les membres de mon équipe, tous les membres de l'équipe France. On a passé un super week-end, c'était très sympa. Et on va continuer de construire pour faire mieux l'année prochaine. Voilà, c'est ce que je nous souhaite. Eh ben merci à tous, c'était Igor. Ok, allez, bonne soirée à tous. Merci à vous trois d'être venus débriefer avec moi. Merci à toi.